Bonsoir, je vais parler une bonne heure, de manière à ce qu'on puisse ensuite converser, pour parler d'une question qui mérite d'être dépliée soigneusement, même si elle a des échos très contemporains. Vous avez entendu ce nouveau drame qui a affecté les États-Unis hier ou avant-hier, d'une tuerie, une de plus. Vous me direz, avec des motivations racistes assez claires de la part de ce très jeune assaillant, hélas. Mais prenons un peu de recul, évidemment, et un peu de recul historique sur ces questions, pour d'abord s'interroger sur la notion de minorité, qui est une notion qui ne va pas de soi, particulièrement dans les sciences sociales françaises et dans le vocabulaire politique. Généralement, on parle de citoyens en France, on parle éventuellement d'étrangers, mais le terme de minorité est souvent vu avec suspicion. Il laisse entendre qu'il y aurait des catégories et des hiérarchies entre citoyens, ce qui heurte nos principes républicains à bien des égards. Cette notion de minorité, elle s'est solidifiée aux États-Unis, elle est entrée dans le vocabulaire des sciences sociales et aussi de la grande presse, du journalisme, au milieu du XXe siècle, sous l'influence de sociologues d'une célèbre école de sociologie des États-Unis, qui était celle de l'université de Chicago. Ces sociologues, en premier lieu le sociologue Louis Wirth, ont commencé à parler de minorité dans les années 1930 et 40 pour parler de groupes de migrants, généralement, installés depuis peu dans la société américaine, et pour distinguer les minorités américaines des minorités européennes. En effet, dit Louis Wirth, dans un article fondateur du milieu des années 40, il existe certes des minorités en Europe, mais ce sont des minorités nationales. Et il fait allusion, en l'occurrence, aux révolutions nationales du milieu du XIXe siècle, lorsque, dans les grands empires d'Europe centrale, particulièrement l'Empire russe et l'Empire austro-hongrois, eh bien, les minorités, les groupes minoritaires nationaux secouaient le joug impérial pour essayer d'obtenir leur indépendance. C'est le cas des Polonais, bien sûr, puisque la Pologne disparaît de la carte européenne entre le Congrès de Vienne en 1815 et puis la conférence de Versailles en 1919. C'est le cas aussi d'autres groupes qui obtiennent satisfaction en 1919 avec la création de pays comme la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la réapparition de la Pologne, bref, une carte européenne qui correspond peu ou prou à la carte des minorités qui s'étaient révoltées, en particulier en 1848. Mais du côté des États-Unis, ce n'est pas de cela dont on veut parler. Par minorité, on ne veut pas faire allusion à un groupe qui veut obtenir son indépendance, comme les Polonais ou les Tchèques, par exemple, mais plutôt à un groupe qui, dans la vie américaine, se trouve sujet à des formes variées de xénophobie, de discrimination, de racisme, etc. Bref, un groupe qui ne demande pas la sécession, qui ne demande pas à sortir de la nation américaine, mais au contraire, à en être mieux intégré. Ce n'est pas une tentative de partir, c'est une tentative de mieux être dans la nation. Et donc, dit Louis Wirth, il existe des minorités américaines distinctes des minorités européennes.
ces minorités américaines veulent être américaines, elles ne veulent pas fonder leur propre État-nation comme en Europe. Et Louis Wirth, dans la tradition de cette école de Chicago, estime que, avec le temps, les choses vont s'arranger, que la situation minoritaire est en quelque sorte une situation transitoire par laquelle les groupes font l'expérience de formes de rejet, surtout dans les périodes économiques difficiles, et puis ensuite ils s'intègrent dans la nation américaine. Ces formes de rejet qu'ils peuvent subir, des formes de racisme ou d'antisémitisme, bien sûr, lui s'intéressait particulièrement au monde juif de Chicago, peuvent susciter, explique Louis Wirth à juste titre, des formes de résistance culturelle par lesquelles un groupe opprimé va en quelque sorte construire une carapace, ou en tout cas des capacités de résistance et de résilience qui lui permettent de survivre. Et donc, de ce point de vue-là, la culture, la religion jouent un rôle essentiel en ce qu'ils construisent des liens importants entre les différents membres de la communauté, des liens solides, des formes d'entraide, bref, tout ce qui permet de résister et aussi d'absorber le choc migratoire. Le choc migratoire, c'est de se retrouver dans un pays dont on ne parle pas la langue, auquel on ne comprend pas grand-chose, et donc il est naturel, dans un premier temps, de chercher à faire groupe avec celles et ceux qui sont originaires de la même région, du même pays, avec celles et ceux qui parlent la même langue, avec qui on peut échanger des nouvelles familiales, des nouvelles du pays, avec qui on peut aller dans un office religieux, quel qu'il soit, avec qui aussi on peut partager, par exemple, en achetant des produits alimentaires qui correspondent à ses habitudes, dans des commerces ethniques, ceux également qui peuvent fournir un emploi dans les premiers temps, quand on arrive et quand on cherche d'abord à survivre avec un emploi et même un logement, même un lit quelque part, histoire de tenir le coup. Et donc les formes d'oppression, en tout cas d'expériences xénophobes, voire racistes, créent des liens puissants d'entraide entre les membres qui font que le groupe en question n'est pas seulement un groupe par défaut, c'est-à-dire le groupe de celles et ceux qui expérimentent des torts et des méfaits communs, mais un groupe qui construit des liens positifs par lesquels, notamment, la culture, au sens large, ça inclut les pratiques religieuses, alimentaires, enfin tout ce que vous voudrez, et les liens communautaires permettent de tenir le coup, d'absorber le choc migratoire et puis également de résister à l'adversité, aux difficultés, à un nouveau pays qui peut être hostile ou en tout cas indifférent au sort qui est celui des migrants. Et donc la minorité, c'est cela, c'est à la fois ce sens par défaut, celui d'un groupe qui a en commun le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire l'expérience de torts et de méfaits, et en même temps un groupe qui construit positivement des liens dans sa relation même à l'adversité. Et c'est cela que c'est cette notion de minorité qui devient centrale aux États-Unis à ce moment-là pour décrire des groupes très très disparates, voire des groupes qui n'ont pas de relation immédiate et directe à la migration. C'est le cas notamment des Noirs américains ou encore des Amérindiens, des Indiens d'Amérique, dont l'expérience migratoire est pour le moins extrêmement lointaine. Il faudrait remonter à 1000 ans en arrière et à leurs ancêtres qui avaient franchi le détroit de Bering en provenance d'Asie à ce moment-là. Donc, ça inclut des groupes qui ne sont pas du tout des groupes migrants, qui existent aux États-Unis depuis très longtemps et qui font l'expérience, ou qui ont fait l'expérience, des expériences de rejet, voire des expériences
massacre et des expériences d'exploitation et des expériences de domination particulièrement brutales. Et c'est le cas, bien entendu, des Indiens d'Amérique, dont le nombre a décru de manière spectaculaire entre le XVIe siècle et puis le début du XXe siècle. Et puis, bien sûr, c'est le cas des Noirs américains qui ont fait l'expérience, leurs ancêtres, de la traite, de l'esclavage et des formes les plus violentes d'exploitation économique dans le cadre de la traite et des grands systèmes, disons, coloniaux d'exploitation de la force de travail. Donc tout cela dessine un ensemble qui est celui de groupes minoritaires dont l'expérience historique n'est pas stable. En effet, il peut arriver qu'un groupe fasse une expérience où soit l'objet de formes violentes de rejet, de xénophobie et de racisme, et que par la suite, sa situation globale s'améliore, si je puis dire, au sens où ils se font, entre guillemets, dans la société américaine sans qu'on puisse distinguer très nettement aujourd'hui des formes particulières d'infériorité, disons, par rapport au reste de la société. Si on prend le cas, par exemple, des Italo-Américains, des Américains donc d'origine italienne, qui commencent à arriver en masse à partir des années 1890, lorsque vraiment la migration italienne s'accélère, à ce moment-là, surtout celle du sud, des grandes propriétés latifundiaires du sud de l'Italie, des Pouilles, de la Sicile, de Calabre, etc. Et donc là, il y a un départ en masse des villages entiers d'Italie qui se vident pour partir vers le Nouveau Monde, pas seulement les États-Unis d'ailleurs, mais aussi le Brésil, l'Argentine, donc toute l'Amérique latine. Eh bien, les Italiens américains donc arrivent en masse à partir de ce moment-là, dans les années 1890, 1900, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Puis ça reprend un tout petit peu à la fin de la Première Guerre mondiale, et puis ça s'arrête avec les lois qui bloquent l'immigration, les lois qui ferment les portes des États-Unis, disons en 1921 et 1924. Eh bien, les Italiens, quand ils arrivent, ils sont l'objet de d'un fort rejet, avec des pamphlétaires aux États-Unis qui écrivent des textes violemment racistes à l'égard des Italiens. On s'interroge gravement aussi pour savoir si ce sont des Européens ou de quel mélange ils peuvent provenir, n'est-ce pas, ces Méditerranéens, avec toutes sortes de théories racistes qui fleurissent à l'époque pour mieux fustiger des personnes qui, en raison de leurs caractéristiques culturelles, religieuses aussi, parce que la critique se teinte aussi d'un anticatholicisme virulent, de toutes sortes de caractéristiques, sont impropres à devenir des Américains. Mais ils vont même plutôt contaminer la nation américaine de par leurs mœurs repoussantes, leurs habitudes culturelles dégoûtantes, etc. Donc tout un vocabulaire tout à fait péjoratif, extrêmement violent à l'égard des Italiens qui ne sont pas tout à fait et qui ne peuvent pas être vus comme des Américains. C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'on invente cette notion qui existe encore, ce qui est tout à fait surprenant, celle d'anglo-saxon. Vous savez, on dit la presse anglo-saxonne ou les anglo-saxons aujourd'hui, une notion très bizarre parce que les Angles et les Saxons, c'était des peuples barbares du Moyen-Âge, j'ai beau prendre ma loupe, et je ne vois pas beaucoup d'Angles et de Saxons dans la population américaine d'aujourd'hui. En fait, c'est une notion, les anglo-saxons, qui a été inventée par un journaliste dans les années 1870 pour mieux différencier la partie la plus élitiste et la plus intéressante de la population américaine, celle d'origine anglaise surtout, et disons d'Europe du Nord, du tout venant des migrants qui venaient polluer les États-Unis. Donc la notion, cette idée
d'anglo-saxon est une idée très raciste. En vérité, c'est un peu comme si on disait les Aryens, vous voyez, dans ce genre de vocabulaire. Et donc, on invente l'idée qu'il y a des anglo-saxons et qu'il y a les Européens d'ailleurs qui viennent polluer les États-Unis, les Italiens, comme je disais, mais aussi les Européens de l'Est, les Juifs notamment, car tout cela a aussi une forte dimension antisémite à cette époque. Donc les Italiens, ils sont vus de façon très méprisante, comme les Juifs d'Europe centrale ou d'Europe orientale, comme les Irlandais qui, eux aussi, arrivent en masse. Ils sont arrivés plus tôt, à partir des années 1850, de la grande famine des pommes de terre qui a ravagé l'Irlande vers 1850 et qui a fait qu'une migration irlandaise massive s'est dirigée vers les États-Unis. Les Irlandais aussi étaient considérés de façon extrêmement méprisante. Ils étaient catholiques aussi. Ils avaient cela en partage, évidemment, avec les Italiens. Eh bien, on constate, si on se projette aujourd'hui, en 2022, que si on regarde les Américains d'origine italienne, on ne verra aucune différence avec les Américains d'autres origines. Si vous regardez les revenus, d'autres caractéristiques socio-économiques, on voit bien que les Italiens se sont fondus dans la masse de la population et on serait bien en peine de distinguer une quelconque forme de rejet, de xénophobie ou même d'anticatholicisme d'ailleurs à l'égard des Italiens. D'ailleurs, depuis, il y a eu des présidents catholiques. Le premier, c'est John Kennedy, qui est élu en 1960. Il y avait encore de l'anticatholicisme en 1960, mais ça ne l'a pas empêché d'être élu président des États-Unis, ce qui aurait été impossible au début du XXe siècle. Et donc, c'est tout à fait intéressant de voir comment la minorité italienne, que j'ai caractérisée précédemment, à la fin du XIXe siècle, dans les premières années du XXe siècle, comment cette minorité disparaît en tant que minorité, et il peut exister encore aujourd'hui des groupes culturels, des associations culturelles italo-américaines, bien entendu, des églises où des Américains d'origine italienne se rendent volontiers pour la messe, par exemple, ce genre de choses. Mais cela ne relève plus que de pratiques culturelles qui peuvent d'ailleurs s'étioler avec le temps parce que les mariages entre différents groupes, etc., font que le groupe spécifique des Italo-Américains n'est plus si lisible qu'il pouvait l'être il y a quelques décennies. Et donc, pour reprendre l'expression d'un historien américain, on peut dire que les Italiens sont entrés dans le groupe majoritaire et pour le résumer encore plus crûment, pour reprendre l'expression de cet historien, ils sont devenus blancs, les Italiens. En effet, ils n'étaient pas vus comme tout à fait blancs. On hésitait vraiment à les caractériser, eux qui étaient un peu à mi-chemin entre l'Afrique, le monde oriental et puis l'Europe, fruit de mélanges douteux qui justifiaient d'ailleurs les mesures de xénophobie et le rejet de cette population. Aujourd'hui, et depuis longtemps, évidemment, les Italiens sont entrés et sont considérés comme des Américains blancs. La grande bascule se fait dans les années 30, au moment du New Deal, lorsque le Parti démocrate et les grands syndicats ouvriers vont inclure, en quelque sorte, dans le même discours, on va dire, de classe sociale, des segments du monde ouvrier qui étaient auparavant tenus en lisière. C'est le cas donc des Italiens, c'est le cas des Juifs, c'est le cas des Irlandais dont je parlais, bref, de tous ces groupes suspects, en quelque sorte. On pourrait dire des Grecs, vous voyez, on pourrait dire de tous ceux qui n'étaient pas des anglo-saxons. Donc les groupes ne sont pas stables, évidemment, et on peut passer de situations minoritaires à situations majoritaires, non pas que l'identité culturelle disparaisse nécessairement, mais enfin, les formes de rejet, de xénophobie, de racisme expérimentées par le groupe, les Italiens par exemple, ont complètement disparu aujourd'hui. Et je n'ai pas cherché récemment, mais vous ne trouverez pas de crimes à l'égard des Italiens, si vous voulez, aux États-Unis, ou de haine particulière qui viserait les Américains d'origine italienne.
Donc il faut regarder ces évolutions et regarder aussi comment les pratiques culturelles elles-mêmes peuvent changer. Car si on estime que les pratiques culturelles et religieuses sont d'autant plus vivaces que les expériences de domination sont fortes, alors quand ces expériences de domination disparaissent, quand le racisme et la xénophobie disparaissent progressivement, alors effectivement, les pratiques culturelles et religieuses peuvent elles aussi s'étioler puisqu'elles étaient liées à des formes de résistance par rapport à l'exploitation et à la domination dont je parlais. Et ça fait l'objet parfois de beaucoup d'inquiétudes dans des mondes communautaires où on s'émeut de ce que les vieilles pratiques communautaires qui avaient permis de tenir le coup, parfois pendant très longtemps, que ces vieilles pratiques-là s'étiolent, y compris par des mariages et des unions avec des personnes d'autres groupes, des enfants qui ne sont pas élevés dans les traditions, dans la religion, que sais-je. Vous voyez, le sentiment que les choses se défont, le sentiment que les choses se détricotent précisément, et c'est un sentiment puissant et respectable, bien entendu, mais il s'explique précisément en raison des évolutions de la société qui font que la culture, parfois, souvent, prospère d'autant mieux que les personnes qui en sont les porteuses considèrent que la culture n'est pas simplement un ajout, une distraction, mais quelque chose d'absolument vital pour survivre. Donc ces évolutions sont à prendre en considération. Mais quand on regarde la situation des États-Unis en 2022, force est de constater qu'il y a quand même des groupes qui n'ont pas connu cette évolution-là, qui n'ont pas connu cet affaissement des pratiques et idéologies xénophobes ou racistes qui pesaient sur eux, et qui, au contraire, continuent à expérimenter de façon certes moins brutale que jadis, mais tout de même des formes de rejet, de racisme, etc. C'est ce que Louis Wirth, d'ailleurs, plus tard à la fin de sa vie, a reconnu, parce qu'il estimait que tous les groupes étaient destinés, comme beaucoup de sociologues de Chicago d'ailleurs, dans une vision un peu optimiste, que tous les groupes, quels qu'ils soient aux États-Unis, étaient destinés à connaître la même évolution, celle de l'intégration, comme on dit, dans la société majoritaire, et donc de la disparition des torts et des méfaits subis. Or, Louis Wirth a bien reconnu à la fin de sa vie, qu'il y avait des groupes qui résistaient à cela, entre guillemets, et pour qui les choses ne s'amélioraient pas vraiment. Et en premier lieu, bien sûr, les Afro-Américains, les Noirs américains, qui sont là depuis plus longtemps que l'immense majorité des Américains venus d'Europe ou du reste du monde, puisque l'immense majorité des ancêtres des Noirs américains est arrivée au XVIIIe siècle. La traite a été interrompue en 1807, donc ils sont là depuis bien plus longtemps que n'importe qui, quasiment, aux États-Unis. Et pourtant, ça n'a pas grand effet sur leur situation. Et quand on regarde les statistiques aujourd'hui, on s'aperçoit bien que ceux qui sont encore tout en bas de la société, pour qui le chômage pèse 2 fois plus que la moyenne nationale, pour qui les données d'éducation sanitaire, on l'a vu pendant la crise du Covid, montrent à chaque fois la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont tout en bas. Et que de ce point de vue-là, les choses n'ont pas changé, même si dans l'absolu elles ont changé, mais ils restent en bas de l'échelle. Et ça, c'est quelque chose qui oblige à reconsidérer le point de vue un peu optimiste de Louis Wirth, puisque, à l'évidence, les Noirs américains n'ont pas suivi le chemin des Irlandais, des Italiens ou des Juifs, pour prendre les 3 exemples que je citais tout à l'heure. Et donc, il faut bien s'interroger sur les raisons pour lesquelles les Noirs américains ne sont pas dans une situation comparable à d'autres groupes. Remarquons d'abord que si on regarde les caractéristiques
du monde noir américain d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elles sont assez différentes de ce qui existait il y a 60 ans. Il y a 60 ans, l'élite noire américaine était extrêmement réduite. C'était une élite tête d'épingle, si je puis dire. Aujourd'hui, grâce en particulier aux études universitaires qui sont devenues accessibles pour beaucoup de jeunes Africains-Américains, eh bien aujourd'hui il existe une classe moyenne et une classe moyenne supérieure et une élite afro-américaine substantielle qui est visible dans tout un tas de secteurs de la société américaine, dans l'économie, dans la vie politique aussi. Barack Obama, bien entendu, élu président en 2008, dans la culture aussi, et dans tout un tas de domaines auxquels on pourrait penser. Ça, c'est une grande différence par rapport aux années 60, et il serait tout à fait inexact de dire que rien n'a changé pour ce monde-là. Il existe donc une classe moyenne et une classe moyenne supérieure importante, même si elle est moins importante et plus fragile sans doute du point de vue de ses patrimoines que son équivalente majoritaire blanche. Néanmoins, il y a aussi autre chose en parallèle si on devait comparer cette situation aux années 60, et cette autre chose, c'est le fait qu'il y a un monde pauvre noir qui résiste, qui est toujours aussi important, qui à peu près 25% de la population noire vit sous le seuil de pauvreté, et pour cette population-là, et puis il faudrait y ajouter aussi un volant de gens qui sont légèrement au-dessus du seuil de pauvreté, mais quand même à la limite. Et pour cette population-là, la situation ne s'est pas améliorée depuis les années 60. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que les grandes évolutions de l'économie américaine, comparables d'ailleurs à notre économie, ont asséché le vivier d'emplois industriels accessibles aux non-diplômés, qui permettait au monde prolétaire de vivre, parfois de vivre plutôt bien d'ailleurs, comme dans l'industrie automobile, qui payait très bien historiquement ses ouvriers et auxquels les Noirs ont eu accès, surtout à partir des années 1960. Et donc le déclin de l'industrie fordiste aux États-Unis, qui s'accélère dans les années 70 et 80, a laissé sur le tapis, si je puis dire, toutes celles et ceux qui n'avaient pas fait d'études et qui n'avaient pas d'alternative évidente pour l'emploi. En même temps, il faut aussi voir des évolutions propres aux quartiers noirs des grandes villes. En effet, ces quartiers qu'on appelle parfois des ghettos, c'est une expression aussi de Louis Wirth qu'il a inventée dans les années 1920. Ces quartiers avaient pour caractéristique essentielle de regrouper des populations dites minoritaires, celles dont j'ai déjà parlé, parce qu'elles n'avaient pas le choix d'habiter ailleurs. Si vous êtes africain-américain à Chicago dans les années 50, vous êtes obligé d'habiter dans un quartier noir, vous n'avez pas le choix. Vous ne trouverez pas d'ailleurs à louer ou à acheter dans un autre quartier. Et puis si par miracle, vous parvenez à louer ou à acheter dans un autre quartier, on vous mènera la vie tellement dure que vous déménagerez au bout de quelques mois absolument dégoûté. Et donc, la seule solution, c'est d'habiter dans les grands quartiers noirs qui existent depuis la fin des années 1910 et les années 20. C'est Harlem à New York, c'est le South Side à Chicago, le West Side à Philadelphie, etc., etc. Dans ces quartiers-là, jusqu'aux années 70, on avait donc de la stratification sociale. On trouvait des gens très pauvres, ils étaient même plutôt majoritaires, un prolétariat, un sous-prolétariat urbain, et puis on trouvait aussi une classe moyenne, et puis même quelques fortunes, et quelques grandes fortunes, roulant carrosse, si je puis dire, mais condamnés, entre guillemets, à vivre dans le ghetto en raison de leurs caractéristiques ethno-raciales. À partir des années 70, la situation a changé
au sens où la déségrégation urbaine a eu pour effet que ces élites noires d'un quartier comme le South Side, lorsqu'elles ont pu partir et quitter les quartiers noirs, eh ben, ne se sont pas priées pour le faire et pour s'établir dans des quartiers aisés, au bord du lac Michigan, par exemple, dans les banlieues nord de Chicago, là où les villas, les jardins, l'espace urbain, les écoles aussi, étaient bien plus favorables que dans le quartier noir du South Side. Et donc ces quartiers noirs ont perdu leurs élites à partir des années 70, de telle sorte qu'un sociologue américain a pu parler de l'hyper-ghetto. L'hyper-ghetto, à partir des années 70, ce n'est pas simplement le ghetto de noirs, c'est le ghetto de noirs très pauvres. Voyez, contrairement au XXe siècle où il existait une stratification sociale et donc des ressources communautaires, écoles, églises, associations charitables, financées par les gens qui avaient de l'argent et qui permettaient aux pauvres d'avoir la tête hors de l'eau. Lorsque les plus riches sont partis, comme je l'ai dit, dans des quartiers plus agréables, eh bien les plus pauvres, ils sont restés entre eux, si vous voulez. Et ça, c'est caractéristique des évolutions à partir des années 70. Et qu'est-ce qui se passe à partir des années 70 ? C'est le grand développement des économies parallèles, des économies de survie, notamment l'économie de la drogue, ramenée par les soldats du Vietnam au début des années 70, qui a eu des effets évidemment catastrophique sur les structures familiales, sur le niveau de violence aussi dans les quartiers en question. Donc l'hyper-ghetto a généré, si vous voulez, des formes de violence et des formes aussi de survie très néfastes, évidemment, à la vie communautaire, à la sécurité de tous, etc. C'est ce passage du ghetto à l'hyper-ghetto qui est absolument décisif. Et donc, quand on parle du monde noir américain aujourd'hui, on fait référence à un monde qui est beaucoup plus hétérogène que dans les années 60. Ce n'est pas un monde globalement prolétaire avec une toute petite élite, c'est un monde qui va des très pauvres, comme je disais, à des gens très riches qui n'habitent plus dans les mêmes quartiers. Les très riches habitent avec les très riches, normal. Et puis les très pauvres, ils sont entre eux. Noirs entre eux, s'il s'agit d'un grand quartier noir comme le South Side de Chicago. Ça autorise et donc ça doit amener, si vous voulez, à une première idée, en tout cas très nuancée, c'est que quand on parle des évolutions globales du monde noir américain depuis les années 60, il faut, tout dépend de qui on parle. Il y en a pour qui ça va bien mieux, avec des trajectoires sociales ascendantes tout à fait remarquables. Et puis il y en a pour qui la situation ne s'est pas améliorée et pour qui même la situation s'est dégradée en raison de la raréfaction des emplois bien payés, des emplois industriels fordistes bien payés, voire de leur disparition. Et donc de la fragilisation du monde populaire en général dans les grandes mutations du capitalisme américain, des évolutions qu'on a aussi connues en Europe, bien entendu. Face à cela, l'État n'est pas resté les bras ballants parce que un des effets du mouvement pour les droits civiques, de cette grande révolte visant à obtenir le droit de vote dans le Sud et la fin de la ségrégation, ça a été la mise en place de dispositifs correctifs, en quelque sorte, qu'on appelle parfois les dispositifs, en France, on dit la discrimination positive. Affirmative action aux États-Unis, ça se met en place à partir du début des années 1970 dans des secteurs bien précis comme les emplois de l'État, les emplois de fonctionnaires, les emplois fédéraux, ou bien l'accès à l'université. L'idée, c'était que si on ne donne pas un coup de pouce à ceux qui sont en marge depuis si longtemps, la situation ne risque pas de s'améliorer. Et donc, des pratiques, par exemple, à l'université d'affirmative action se sont mises en place pour permettre à des Noirs d'entrer à l'université, mais aussi aux femmes. Les femmes ont grandement bénéficié de l'affirmative action
même plus d'ailleurs qu'aucun autre groupe à partir des années 70. L'idée, c'était de permettre à ces personnes d'entrer à l'université en considérant que la barre, le niveau d'entrée était de toute façon biaisé compte tenu du fait que c'était toujours les mêmes qui y entraient. D'ailleurs, dans les universités les plus prestigieuses, comme Harvard par exemple, il suffisait d'avoir un parent ancien élève pour pouvoir y entrer quasiment automatiquement. Donc il y avait bien de l'affirmative action avant, mais pour les privilégiés, bien entendu, qui y entrait comme une lettre à la poste. Ou bien il suffisait aux parents de faire un don à l'université, c'est encore le cas d'ailleurs assez largement, de faire un don, de faire un gros chèque à l'université pour que les enfants y entrent dans une espèce de rétribution ou de compensation au don qui est fait à l'université. C'était comme ça. Et donc, les programmes d'affirmative action qui se mettent en place visent à changer ça en permettant à ceux qui n'ont pas de parents anciens élèves ou de parents qui peuvent faire un gros chèque d'y entrer. Et ces programmes-là ont largement permis justement la création de cette classe moyenne supérieure américaine dont je parlais tout à l'heure. Si il n'y avait pas eu l'affirmative action aux États-Unis, il n'y aurait pas eu d'Obama, on peut même dire, d'une certaine manière. Il en est un produit lointain de ces programmes visant à donner un coup de pouce. Quand on donne un coup de pouce, d'ailleurs, on ne dit pas qui va arriver premier, deuxième ou troisième sur la ligne d'arrivée. On donne simplement un coup de pouce parce que, pour reprendre l'expression d'un président américain, Johnson, il disait, si vous mettez 2 personnes à courir sur la ligne de départ, dont l'une vient juste de perdre ses chaînes, n'attendez pas que ces 2 personnes puissent courir dans des conditions d'équité et d'égalité. Bien entendu qu'il y en a une qui courra plus vite. Et donc, il faut bien donner une compensation à celui qui vient juste de perdre ses chaînes parce qu'il ne courra pas aussi vite que celui qui n'en a jamais eu aux chevilles. C'est ça l'idée de l'affirmative action qui a eu des effets très positifs parce qu'elle a permis la constitution d'une classe moyenne supérieure qui n'existait quasiment pas auparavant. Mais l'affirmative action, par exemple pour l'entrée à l'université, fonctionne pour celles et ceux qui ont la tête pas très loin de la ligne de flottaison. Si vous voulez entrer à l'université par l'affirmative action, encore faut-il que vous ayez terminé l'enseignement secondaire. Encore faut-il que vous soyez allé jusqu'à l'équivalent du bac. Le bac n'existe pas aux États-Unis, mais son équivalent. Si vous avez lâché l'école pour plein de raisons, dès la 5e ou dès la 3e, l'affirmative action ne pourra rien pour vous. Vous êtes bien trop loin de la ligne de flottaison. Donc l'affirmative action, ça marche pour des gens qui sont quand même pas très très loin, si vous voulez. Ça leur donne le coup de pouce qui va les sortir de l'eau, si je puis dire, ou en tout cas qui va leur sortir la tête de l'eau. Quant aux engloutis, ceux qui ont lâché depuis bien plus longtemps et qui sont dans les profondeurs, ce n'est pas le programme d'affirmative action qui va les récupérer. Eux, ils n'auront pas accès à cela. Donc l'affirmative action n'a pas été conçu pour récupérer les plus pauvres, les plus loin, si vous voulez. Il a été conçu pour récupérer ceux qui étaient entre 2 eaux, si je puis dire, qui étaient quand même pas loin de la ligne de flottaison. Dans l'esprit des concepteurs, dans les années 60, on se disait quand même, ok, on va favoriser, on va permettre à certains d'avoir un emploi fédéral, d'aller à l'université, très bien. Et puis comme ça, dans les quartiers en question, ça va faire des locomotives qui vont tirer tout le monde en avant, en quelque sorte. Ils vont être des exemples pour les communautés, ils vont financer les écoles, ils vont avoir un effet positif pour l'ensemble de la communauté. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens, une fois qu'ils ont eu leur diplôme, un emploi bien payé, etc., la première chose qu'ils ont faite, et on les comprend, c'est de quitter les quartiers en question. C'est de s'éloigner et de trouver des conditions de vie correspondant à leur statut social. Et des conditions de vie que leurs parents n'avaient jamais connues, avec aussi une manière de signifier à tous la réussite sociale si méritée et arrachée à la force du poignet. Donc l'affirmative action n'a pas eu du tout d'effet pour les plus pauvres, mais alors pas du tout. Elle a sauvé ceux qui étaient en limite, elle a eu des effets très positifs, mais elle n'a pas résolu le problème de la grande pauvreté
parce que le problème de la grande pauvreté ne se résout pas par l'affirmative action, il se résout d'autres manières. Donc, quand on regarde le monde noir, tout dépend de qui on parle. Est-ce que ça va mieux pour les uns, ça va moins bien pour les autres, ou en tout cas des situations de grande stagnation, avec des familles enfoncées dans la pauvreté depuis des décennies en réalité, qui n'arrivent pas à s'en sortir de la pauvreté avec la fragilité, l'assistance, les bons alimentaires, les petits boulots, etc., etc. Une autre caractéristique d'un groupe minoritaire comme celui des Noirs américains, qui a fait couler beaucoup d'encre et sur laquelle beaucoup de sociologues se sont penchés, c'est le très fort taux de familles monoparentales. En effet, les familles monoparentales sont même majoritaires dans le monde nord-américain. Il y a plus de familles monoparentales que de familles biparentales, avec une accélération, avec un accroissement du nombre de familles monoparentales d'ailleurs depuis les années 30 jusqu'à ce qu'elles deviennent majoritaires, comme je l'ai dit. Et on sait donc beaucoup de sociologues dès les années 30 ont essayé de réfléchir sur cette caractéristique-là, la caractéristique monoparentale des familles noires, ou en tout cas le taux plus élevé que dans d'autres groupes. Une première explication qui avait été, et si je parle de cela, c'est aussi en lien avec les questions de pauvreté. La question des familles monoparentales, elle s'apprécie aussi à l'aune de la question de la pauvreté. Il y a un lien aussi, une famille monoparentale, c'est une famille qui est beaucoup plus fragile, beaucoup plus susceptible de tomber sous le seuil de pauvreté qu'une famille avec 2 parents, quels qu'ils soient. Dès les années 30, la question a été remarquée par un sociologue de l'époque qui s'appelait Franklin Frazier, qui a écrit sur la famille noire. Et lui, il fournit une explication qui est reprise dans les années 60 par un autre sociologue qui s'appelait Daniel Moynihan. Cette explication, c'est la suivante. Ça consiste à dire que c'est l'esclavage qui a détruit les structures familiales parce que l'esclavage, c'était une grande fragilité des structures familiales puisque les ventes séparaient les parents des enfants. Et dans la littérature abolitionniste du XIXe siècle, il y a plein de livres, de récits, de témoignages aussi, décrivant l'horreur de parents, d'enfants arrachés à leurs parents parce que les enfants étaient vendus par le maître à un autre maître qui pouvait les emmener à des centaines de kilomètres de là. Et donc les parents pouvaient perdre leurs enfants d'un jour à l'autre, selon la volonté du maître, comme un cheptel, en réalité, que le maître contrôlait. Et donc, l'argument de ces sociologues, c'était de dire que la famille noire avait été profondément déstructurée par l'esclavage et que la relation entre parents et enfants était une relation très très fragilisée, si vous voulez, par cette expérience-là, qui fait que notamment du côté des pères, parce que les mères étaient maintenues plus longtemps en contact avec leurs enfants au temps de l'esclavage, en moyenne, hein, ce n'est pas toujours le cas, mais en moyenne, ne serait-ce que pour élever les enfants, et donc que le sentiment paternel avait été en quelque sorte malmené, érodé par l'esclavage, et que ça se voyait jusqu'à aujourd'hui. Que les pères n'avaient pas le sentiment, assumaient pas, si vous voulez, leur fonction paternelle, et que cela pouvait se mesurer donc dans ce taux élevé de familles monoparentales. Cette explication, elle a été ensuite très remise en cause, non pas sur le fait que le taux de familles monoparentales est élevé, ça c'est un fait tout à fait incontestable, mais sur l'explication. Car des historiens de l'esclavage ont en effet remarqué que si les familles étaient séparées du temps de l'esclavage, ce qui est exact, les ventes, comme je le disais, ça ne signifie pas pour autant, au temps de l'esclavage, que le sentiment et que les liens familiaux disparaissaient. Ce n'est pas parce qu'un enfant perd ses parents que le lien familial, même si les parents et les enfants sont séparés, que ce lien familial disparaît. Et ça, on l'a vu au moment de l'abolition de l'esclavage en 1865. À l'issue de la guerre de sécession, 13e amendement de la Constitution américaine, lorsque les esclaves ont enfin pu voyager librement, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première chose que les esclaves libérés font,
d'ailleurs c'est vrai pas simplement aux États-Unis, mais dans toutes les régions où l'esclavage est aboli, la première chose que les esclaves font, c'est qu'ils font ce qu'ils n'avaient absolument pas le droit de faire avant, c'est-à-dire se déplacer, quitter la plantation où ils étaient assignés pour aller ailleurs. Et aller ailleurs, ça veut dire aller voir des membres de sa famille. Et les membres de sa famille, ça peut inclure des personnes qu'on n'a jamais vues de sa vie, mais dont on sait, parce que les parents le l'ont dit, les autres, dont on a une idée très très claire de la généalogie. On sait qu'on a un père qui habite à 300 km de là, et on va le voir lorsque c'est possible. Et donc, l'esclavage ne fait pas disparaître les familles. L'esclavage fragilise, bien entendu, gravement les familles, mais ne fait pas disparaître l'idée et la connaissance des liens familiaux, ne fait pas disparaître la filiation, si vous voulez, le fait que l'on sait qui est son père, qui est sa mère, qui sont éventuellement ses grands-parents, parfois ses frères et sœurs, que sais-je. Donc l'esclavage, certes, abîme, fragilise les familles, mais il ne fait pas disparaître le sentiment d'être d'une famille. Et ça, on le voit bien au moment des abolitions, lorsque les gens reconstituent les familles, retrouvent les leurs, après parfois des décennies de séparation. Et donc, cette question de l'esclavage, elle ne va pas de soi quant à la question des familles. On pourrait ajouter également que pour se rabattre sur la période contemporaine, des anthropologues ont aussi réfléchi sur le fait de savoir si, au fond, se fonder sur un modèle familial classique des parents, père-mère et des enfants, est-ce que ce modèle anthropologique-là rend compte de toutes les formes familiales qui peuvent exister et qui ne sont pas nécessairement inférieures ou pathologiques. Être élevé par sa mère, par exemple, ça ne signifie pas nécessairement l'absence de figure masculine. Ça peut être, c'est pas forcément le père, ça peut être un oncle, ça peut être un homme quelque part dans l'entourage familial. Et cette remise en cause d'ailleurs de la famille nucléaire classique, elle est d'autant plus vive aujourd'hui que les formes familiales ont pris des caractéristiques qui peuvent être extrêmement variables, avec 2 mamans, 2 papas, enfin voilà, vous voyez, on remet en cause complètement l'idée qu'il devrait y avoir un père et une mère, et c'est pas parce qu'il n'y a pas de couple de sexe différent, enfin père-mère, qu'il faut caractériser les familles en question comme des familles nécessairement problématiques, pathologiques, des enfants qui iraient mal, etc. Et on le sait très bien aujourd'hui, dans les familles avec des parents de même sexe, les enfants vont très bien. On en a maintenant un recul suffisant pour en être absolument certain, et parfois bien mieux que des enfants dans des familles avec un père et une mère. Donc, c'est aussi une invitation, si vous voulez, à réfléchir sur des formes anthropologiques de la famille qui peuvent être très variables et pas nécessairement problématiques. Il n'empêche qu'il y a quand même 2 choses qu'il faut prendre en considération. C'est le fait que les familles monoparentales sont objectivement plus fragiles d'un point de vue économique, parce qu'il n'y a qu'un seul revenu, et un seul revenu, ça veut dire plus de fragilité à tous égards. Et puis, ces familles monoparentales, il y a bien une caractéristique. Qu'est-ce qui fait que du côté du monde noir américain, il y a quand même plus de familles monoparentales que de familles biparentales? Alors, une explication possible, c'est aussi une explication économique. C'est le fait que le racisme et les discriminations qui pèsent sur l'entrée dans le marché du travail en particulier, qui pèsent fortement sur les jeunes hommes noirs, ne les incitent pas nécessairement à prendre des responsabilités familiales, à s'engager avec une famille, avec des enfants, avec ce que ça veut dire d'engagement à long terme, et que donc il y a un lien aussi entre famille monoparentale et difficulté à stabiliser les situations, et en particulier à accéder à un marché de l'emploi stable et de long terme qui permet de construire des carrières professionnelles. Et c'est justement dans les mondes les plus pauvres
que l'on constate le plus haut taux de familles monoparentales, comme si justement la grande fragilité, la grande instabilité économique affectait aussi les structures familiales. Il y a des réflexions et des études là-dessus, mais en tout cas, c'est une caractéristique du monde noir, le plus pauvre en particulier, que cette fragilité familiale, ou en tout cas que cette monoparentalité dont j'ai parlé. Je vais encore parler un petit peu, encore une quinzaine de minutes, et puis ensuite on pourra échanger sur ces questions. Pour parler en nous écartant un tout petit peu du monde noir sur lequel je me suis concentré depuis une demi-heure, pour regarder du côté d'autres groupes minoritaires, c'est-à-dire des groupes dont on caractérise la situation à l'aune de phénomènes discriminatoires, de difficultés à l'accès au marché de l'emploi, à l'éducation et de formes d'injustice évidentes dans tout un tas de domaines. C'est vrai notamment des Indiens, des Amérindiens, des Indiens d'Amérique, des Native Americans, qui, eux, n'ont pas subi l'esclavage, ou de manière très marginale, mais en revanche ont subi des grands massacres et les grandes épidémies de variole qui ont décimé le monde indien d'Amérique du Nord jusqu'à ce qu'il atteigne son point le plus bas aux alentours de 1900-1910. Après, il commence à remonter lentement. En effet, le monde indien n'a pas connu d'esclavage. Très difficile de réduire en esclavage sur les propres terres. Hein. L'esclavage suppose généralement un grand déplacement, de manière à ce que l'esclave se trouve dans un monde inconnu pour lui, où les possibilités de fuite et d'abri communautaire sont réduites à néant. Quand on vient d'Afrique et quand on se retrouve dans la Caraïbe ou en Amérique du Nord, la perspective du retour est impossible, la fuite est possible, mais la fuite dans des mondes complètement inconnus, avec la possibilité très forte d'être rattrapé, repris et châtié de la plus violente des manières, pour faire un exemple. Et donc, les Indiens qui étaient réduits en esclavage au XVIIe siècle s'enfuyaient dès que le maître avait le dos tourné. Et puis, bien malin qui pouvait ensuite les récupérer, parce qu'ils se fondaient dans des mondes naturels et humains qu'ils connaissaient bien mieux que ceux qui avaient prétendu les réduire en esclavage. Donc, ça ne marche pas de réduire en esclavage sur les propres terres. Il faut un déplacement très généralement. Et donc, on fait venir... Et puis, les Indiens ne sont pas assez nombreux. Il y a les maladies aussi qui les déciment. Bref, on fait venir des Africains. Donc, le malheur historique subi par les Indiens, ce n'est pas l'esclavage. Dans l'ensemble, c'est plutôt leur élimination quasi systématique au XIXe siècle, avec des populations amérindiennes qui s'effondrent de façon très très spectaculaire entre le début du XIXe et la fin du XIXe siècle, à tel point que vers 1900, il y a beaucoup d'hommes politiques américains qui estiment que les Indiens vont disparaître d'Amérique du Nord. On ne sait pas combien ils étaient à l'arrivée des Européens, d'ailleurs, quelques millions. Alors, les estimations, c'est très difficile de savoir, vont en Amérique du Nord de 7 à 20 millions de personnes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en avait plus que 300 000 vers 1900, quelques centaines de milliers aussi au Canada, certainement moins d'1 million en tout, contrairement, par contraste, avec les mondes incroyablement riches et puis denses démographiquement, qui existait à l'arrivée des Européens en Amérique du Nord. C'est encore plus vrai dans la Caraïbe, où là, la disparition des Amérindiens est encore plus radicale, sans parler du Mexique, de l'Amérique centrale en général, où la population indienne disparaît dans des proportions absolument sidérantes. Et c'est de cela dont, évidemment, on hérite aujourd'hui. Et quand on regarde les données, là aussi sociologiques, accès à l'école, justice, éducation, etc., eh bien, on voit à quel point le monde indien est un monde qui reste dominé, en marge, avec des grandes données
qui le place au voisinage du monde noir américain, mais avec des caractéristiques un peu différentes. D'abord, le système des réserves qui concentre, disons, la population indienne et la répartit sur le territoire américain de manière très différente des Noirs américains. Un système de réserve qui a été certes compensé depuis une trentaine d'années par des revenus importants que certaines réserves peuvent avoir, en particulier l'autorisation d'ouvrir des casinos dans beaucoup d'États, comme l'État de New York ou des États du sud des États-Unis. Et donc la possibilité d'avoir des revenus et des emplois liés à l'industrie du jeu. Quand vous habitez New York, vous pouvez prendre des bus qui vous emmènent vers des réserves indiennes où il y a des grands casinos. Ça, ce sont des revenus importants, mais les revenus du jeu sont des revenus problématiques à bien des égards, avec de l'afflux d'argent qui n'a pas pour effet nécessairement de promouvoir l'ensemble de la communauté, qui peuvent accentuer les écarts de richesse extrêmement forts, qui peuvent aussi avoir des effets délétères. La question de l'alcool, de la consommation d'alcool dans le monde indien est une très vieille question qui est encore aujourd'hui très, très, très importante. Et puis, d'une manière générale, l'éloignement aussi des mondes indiens par rapport à des filières classiques qui sont des filières de promotion sociale. L'université, l'accès à l'université reste quand même très marginal en dépit de l'affirmative action. Et puis aussi, bien sûr, et on le comprend, des formes aussi de défiance, en tout cas d'éloignement à l'égard d'un pouvoir qui a été particulièrement violent à l'égard des mondes amérindiens. Le troisième groupe évident, c'est celui des hispaniques, du monde hispanique, qui, lui, a une origine migrante récente dans l'ensemble, par contraste avec les Noirs américains ou avec les Amérindiens, et qui a des caractéristiques socio-économiques très proches du monde noir. L'éducation, la justice et autres données de ce genre. Et donc on peut tout à fait comparer, d'un point de vue sociologique, le monde hispanique au monde noir. Ce sont parfois des quartiers très voisins, imbriqués les uns dans les autres, pour partie, avec aussi des formes de discrimination qui sont évidentes dans l'accès au marché du travail. Même si le monde noir conserve des caractéristiques singulières, notamment les violences subies de la part de la police, comme le meurtre de George Floyd l'avait bien indiqué en fin mai 2020, il y a bientôt 2 ans. On constate que les jeunes noirs sont l'objet de violences, parfois de meurtres, dans des proportions bien plus élevées que les jeunes hispaniques, qui pourtant peuvent être dans des situations socio-économiques comparables. Et là, il faut sans doute, quand on réfléchit sur cette question, au-delà des aspects strictement sociaux, considérer des données qui peuvent être des données presque anthropologiques, relatives aux formes de violence historiques exercées à l'encontre des corps noirs, les corps de suggestion, les corps que l'on mettait au travail du temps de l'esclavage et contre lesquels les maîtres usaient de formes de violence répétées, particulières. Il y a là comme une sorte d'acharnement qui pèse et qui porte sur ces corps avec des formes de violence sans doute plus prononcées qu'à l'égard des hispaniques ou d'autres groupes qui peuvent être eux aussi placés dans des situations et dans des échelons modestes de la société américaine. Je vais bientôt conclure en
disant quelques mots quand même sur la présidence de Barack Obama, dont l'élection a été un événement historique évident. C'est un des grands événements de l'histoire des États-Unis que l'élection d'Obama en 2008. Ça, c'est incontestable. En revanche, le bilan que l'on peut faire de ces deux mandats est sans doute plus nuancé. Autrement dit, le bilan n'est pas aussi transformatif. Il n'y a pas un avant et un après Obama aussi net que d'autres présidences auparavant, comme celle de Franklin Roosevelt, par exemple, avec le New Deal. On peut parler à cet égard de présidence transformative. Une présidence transformative, c'est quand il y a vraiment un avant et un après. Ce n'est pas une continuité, c'est qu'il y a une rupture dans l'histoire du pays. Le New Deal, c'est une rupture dans l'histoire du pays. Le début des années 60 avec Johnson et les grandes mesures sociales et la fin de la ségrégation, c'est une rupture dans l'histoire du pays. On peut dire que Reagan aussi, dans l'autre sens, c'est une rupture aussi avec une présidence transformative qui enterre les acquis du New Deal, hein, qui revient à quelque chose de plus conservateur et à un État plus faible qu'il ne l'était auparavant, en tout cas sur les affaires sociales. Pour ce qui concerne les mandats de Barack Obama, le jugement est plus nuancé. Certes, il y a la loi d'assurance maladie qui est tout à fait importante et qui a offert une couverture maladie à 25 à 30 millions d'Américains qui n'en disposaient pas auparavant. Ça n'est pas rien, c'est tout à fait essentiel que cette loi. De là à dire que Obama a transformé ou a changé ou a donné une nouvelle inflexion à des tendances qui étaient déjà bien affirmées avant son élection, il y a un pas que je ne franchirai pas, puisque notamment la croissance forte des inégalités dans la société américaine que l'on constate depuis le début des années 80, tant du point de vue des revenus que du patrimoine, la présidence d'Obama n'a pas changé cela. Disons que cette croissance s'est ralentie, si vous voulez. Elle a été moins vive que les années qui ont précédé ou que les années qui ont suivi Barack Obama, mais il n'a pas changé cela. Dans les périodes de prospérité, les Américains les plus riches s'enrichissent à un taux bien plus important que ne le font les pauvres, qui ne s'appauvrissent pas forcément, mais dont la pente d'enrichissement est bien moins importante que la pente d'enrichissement des plus riches, si vous voulez. Et donc l'écart s'accroît entre les plus riches et les plus pauvres, sans que les plus pauvres s'appauvrissent nécessairement. Vous voyez ? Ça, c'est quand même la grande caractéristique des États-Unis depuis 40 ans, depuis le début des années 80, et Barack Obama n'a pas changé cette donnée lourde, contrairement à un Roosevelt, par exemple, avec le New Deal et une politique fiscale beaucoup plus sévère, en quelque sorte, qui a, de façon extrêmement nette, réduit les immenses écarts de richesse qui existaient alors entre les Américains pauvres et puis les Américains les plus riches. Cet immense écart de richesse qui existe aujourd'hui, c'est un des sujets les plus importants, sans doute, de la société, de l'économie et de la vie politique américaine. C'est un sujet dans d'autres pays, d'ailleurs. Bien entendu, nous n'en sommes pas à l'abri de cela. C'est une caractéristique aussi en Europe occidentale, mais aux États-Unis, la violence de cet accroissement n'a pas été compensée, disons, par des mécanismes de redistribution fiscale qui sont plus ou moins existants, on va dire, en Europe, aux États-Unis. Tout cela s'est accompagné de baisses d'impôts qui ont favorisé les plus riches. Et donc ça, c'est sûr que ces grandes évolutions défavorisent globalement les mondes minoritaires, puisque les pauvres sont très représentés ou sont surreprésentés dans ces mondes minoritaires. Donc il est clair que ces politiques-là, de laisser faire, si vous voulez, des grandes mutations du capitalisme américain d'aujourd'hui, n'ont pas été des politiques favorables aux minorités. Et Barack Obama n'y a rien changé, même si, en comparaison, évidemment,
sa présidence apparaît sous un jour tellement plus favorable qu'on ne pouvait le penser il y a 5 ou 6 ans avant l'élection de Trump, mais qui n'apparaît pas sous un jour favorable, si je peux dire, lorsqu'on regarde et qu'on fait un bilan de la présidence de Trump. Donc la présidence d'Obama n'est pas une présidence transformative, c'est une présidence progressiste, on peut dire, qui a corrigé certains excès, qui a apporté la loi d'assurance maladie. Barack Obama lui-même est resté très prudent, trop sans doute, sur les questions sur lesquelles on pouvait l'attendre, notamment sur les questions relatives au monde noir. Et on se rappelle à quel point il a été prudent, hésitant à l'émergence du mouvement Black Lives Matter à partir de 2013, lorsque le mouvement prend son essor, d'abord en Floride et puis ensuite dans le reste des États-Unis. Il n'a pas été très allant sur cette question, il est resté très hésitant. Sans doute comprenait-il, ou sans doute pensait-il d'ailleurs, qu'il n'était pas forcément le mieux placé pour se saisir de ces questions, lui qui aurait pu être accusé, d'ailleurs ses adversaires n'ont pas manqué de le faire, d'être un président qui, en quelque sorte, s'intéresserait plus au monde noir américain qu'au reste de la société. Donc sa très grande méfiance ou sa très grande prudence à l'égard de questions spécifiques au monde noir ne l'ont pas aidé, en quelque sorte, lorsqu'il s'agissait d'apprécier à sa juste mesure le mouvement Black Lives Matter. Il n'en demeure pas moins que ce bilan peut être jugé comme contrasté parce qu'il y a plein d'aspects positifs relatifs à plein de domaines qui ont eu des conséquences sur les mondes minoritaires, y compris sur les Africains américains. Je vais donc conclure en soulignant de nouveau l'intérêt qu'il y a à penser ces questions-là, à penser les questions minoritaires dans des approches historiques. Il ne s'agit pas d'ossifier ou d'essentialiser les groupes, il s'agit de regarder avec toute la fluidité qui convient les trajectoires historiques, de reconnaître aussi que pour certains groupes, les Indiens, les Noirs, dont j'ai parlé en particulier, eh bien, ces situations minoritaires sont bien installées, elles sont durcies en quelque sorte dans l'histoire, ce qui ne veut pas dire que ces groupes-là ne connaissent pas d'évolution. Et je l'ai souligné à propos des Noirs américains, dont la situation a changé, en tout cas pour une partie d'entre eux, depuis 40 ou 50 ans. Et puis, quand on s'intéresse à ces questions, évidemment, c'est aussi une manière de réfléchir sur d'autres sociétés, sur la nôtre, par exemple. On peut réfléchir sur des phénomènes qui sont certes différents, il ne s'agit pas de dire que les choses sont identiques, mais l'exercice de la comparaison, eh bien, c'est toujours bon à prendre. Ça permet de réfléchir mieux, souvent, sur sa propre société, de regarder ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, et puis d'en tirer éventuellement des conclusions, en tout cas des enseignements dans sa vie civique ou dans sa vie professionnelle. Donc réfléchir sur les États-Unis ou sur d'autres pays, mais c'est des États-Unis dont je voulais vous parler ce soir, c'est toujours bon à penser, y compris pour son propre pays. Je me posais une question sur les histoires de discrimination positive. En fait, moi, je ne connais pas du tout l'histoire des États-Unis, mais j'imagine qu'il y a eu parce que vous avez employé le mot « on a fait de la discrimination positive », donc qui était ce « on » et sous quelle impulsion? J'imagine que c'était une décision, enfin, quelque chose de pensé politiquement. Et du coup, est-ce que, enfin, parce que ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il y a donc une volonté politique de faire sortir, en tout cas les personnes qui sont, enfin, ce qu'on peut faire sortir, et qu'il y a une corrélation entre le s'en sortir et la situation économique et éducative. Et du coup, est-ce qu'il y a certaines politiques de discrimination positive qui ont réussi, enfin qui ont mené à une réussite, et du coup en savoir plus un peu sur est-ce qu'il y a aussi des politiques éducatives, économiques, sociales qui ont échoué ou pas, ou comment?
Alors oui, l'affirmative action, l'action affirmative, elle se développe aux États-Unis. Surtout, ai-je dit, à partir du début des années 70, il y a des lois qui sont prises. Il y a notamment une loi qui s'appelle le Philadelphia Act, la loi de Philadelphie, qui est votée au milieu des années 60. En effet, à Philadelphie, il y avait des entreprises qui contractualisaient avec la mairie de Philadelphie, et c'était toujours les mêmes. C'était par exemple des entreprises de maçonnerie pour des travaux urbains. Et donc, la mairie de Philadelphie s'est dit, mais c'est curieux, c'est toujours les mêmes qui gagnent, en tout cas les marchés publics. Et on a enquêté et on s'est aperçu, évidemment, que ces entreprises-là avaient des situations de monopole et que les employés de la mairie de Philadelphie donnaient toujours les contrats aux mêmes entreprises et que les entreprises, en particulier africaines-américaines, étaient systématiquement exclues, qu'elles n'avaient pas accès au marché public. Et donc la loi de Philadelphie, elle a dit que les entreprises dites minoritaires devaient pouvoir accéder au marché public de la même manière que les autres, et que, toutes choses étant égales par ailleurs, on devait leur donner la préférence. Et c'est à partir de là, en fait, que plusieurs lois ont été votées en 68, 69, 70, visant, dans des domaines précis, à donner la priorité ou la faveur à des groupes minoritaires qui ont été définis. Et je vous indiquais que les femmes étaient concernées aussi par les politiques d'affirmative action. Alors de quoi il s'agit ? Il y a 3 grands domaines. Le premier domaine, c'est l'entrée à l'université. Le deuxième domaine, ce sont les emplois de fonctionnaires. Et le troisième domaine, ce sont les marchés publics. Ce sont les entreprises qui candidatent à des marchés publics de municipalités ou de l'État. L'affirmative action ne vaut pas dans l'ensemble du marché de l'emploi ou des relations socio-économiques du pays. Ça vaut pour des domaines spécifiques, même si rien n'empêche une entreprise de déclarer des principes qu'on appelle d'equal opportunity, d'opportunité égale, par lesquels l'entreprise en question, par exemple, dans son recrutement, va essayer de recruter, de donner la préférence dans son recrutement à des femmes plutôt qu'à des hommes, à des non-blancs plutôt qu'à des blancs. Ça, c'est possible, mais ça n'est pas une obligation. Du côté des universités, ce qui est interdit depuis 1978, et un arrêt fameux de la Cour suprême, c'est la politique de quotas. On dit souvent en France, et à tort, qu'aux États-Unis, il y a des politiques de quotas. Pas du tout. C'est en France qu'il y a des politiques de quotas, pas aux États-Unis, pour les élections, pour certaines élections, et aussi pour les conseils d'administration, en ce qui concerne la présence de femmes, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose, de mon point de vue. Aux États-Unis, il n'y a pas de politique de quotas parce que c'est anticonstitutionnel. Et la Cour suprême, dans son fameux arrêt Baquet de 1978, a dit là, les politiques d'affirmative action sont légales à condition qu'elles ne soient pas fondées sur des quotas. Mais alors sur quoi peuvent-elles être fondées, pourrait-on dire ? Eh bien, c'est là que une notion qui est devenue très connue aujourd'hui et très courante, c'est là qu'elle est apparue dans le vocabulaire juridique américain. La Cour suprême a dit pas de quotas, mais il est légitime de favoriser la diversité dans les lieux où elle n'est pas bien représentée. La diversité. Donc l'affirmative action, c'est fondé sur la diversité, pas sur les quotas. C'est-à-dire sur des appréciations floues, si vous voulez, et l'affirmative action, c'est fondé sur du flou. Comment ? Par exemple, l'université va être encouragée à avoir une proportion raisonnable, ou en tout cas notable, d'étudiants non blancs. Mais c'est quoi raisonnable, c'est quoi notable ? C'est flou. Voilà. Il serait illégal à l'université de dire on va prendre 13% d'étudiants noirs, parce que ça correspond au pourcentage général de personnes africaines-américaines aux États-Unis. Ça, ce serait immédiatement
sanctionné par une cour de justice parce que l'arrêt de la Cour suprême est tout à fait clair à ce sujet. Et donc, on a mis de côté l'idée de quota préalable pour engager plutôt l'idée que une diversité maximale était favorable. Et d'ailleurs, la Cour suprême, dans son arrêt, elle le dit très justement, elle dit, par exemple, une université, puisque ça concernait une université californienne, en fait, cet arrêt spécifique, une université fonctionne mieux quand elle a des étudiants qui viennent d'un peu partout et qui sont de toutes les origines, plutôt que des étudiants homogènes, soit du point de vue de leur sexe, soit du point de vue de leur origine. C'est donc une sorte de reconnaissance pragmatique que la diversité fait du bien à tout le monde, sans pour autant qu'une politique de quotas soit promulguée. Elle a même été strictement interdite. Alors il est vrai aujourd'hui que les politiques d'affirmative action, du côté des universités en particulier, c'est moins vrai. Du côté des emplois et des marchés publics, que cette politique est attaquée très vigoureusement, et il est possible d'ailleurs que la Cour suprême d'aujourd'hui, dont vous connaissez les inclinaisons à propos notamment de l'avortement, qui est quasiment condamné à mort. Aux États-Unis, il y a une fuite et on attend la décision finale, mais il n'y a pas beaucoup d'illusions à se faire à ce sujet, malheureusement. Il est tout à fait possible que cette Cour suprême-là décide de liquider définitivement l'affirmative action en disant, ça c'est l'argument de ceux qui sont opposés, l'affirmative action a été développée donc il y a 50 ans, à une époque où il y avait des différences évidentes et une absence évidente d'étudiants minoritaires dans les universités ou dans les emplois fédéraux. Or, aujourd'hui, la situation a évolué de manière favorable, parfois même spectaculaire, et par conséquent, on n'a plus besoin d'affirmative action. L'affirmative action avait été pensée à l'époque comme transitoire. On admettait une injustice, si vous voulez, ou en tout cas, on admettait une forme d'inéquité provisoire pour rétablir un équilibre qui, historiquement, n'existait pas. Vous voyez ? On admet une petite injustice pendant un certain temps pour corriger une injustice de longue haleine qui devait être abattue de la sorte. Et les conservateurs disent aujourd'hui que cette période transitoire a pris fin aujourd'hui, qu'un Barack Obama a été élu président. Voilà, on n'a plus besoin d'affirmative action. Et qu'il vaut mieux, même pour certains, certains le disent en tout cas, une politique d'affirmative action qui se fonde sur des revenus stricto sensu, plutôt que sur l'identification ethno-raciale, même si les deux peuvent se recouvrir, enfin peuvent se correspondre. Et donc, cette politique fondée sur les revenus serait plus juste parce qu'elle donnerait un coup de pouce aux pauvres, quelle que soit leur couleur de peau. C'est ça l'argument qui est donné aujourd'hui. À quoi les partisans de l'affirmative action répondent ? Que cette politique-là, elle existe déjà, puisque les universités, pour un étudiant pauvre et très bon, se disputent parfois même pour engager cet étudiant en question qui verra tous ses frais universitaires levés, par exemple. Donc ces politiques existent déjà. Les politiques d'affirmative action, elles sont encore nécessaires, répondent ces défenseurs. Elles sont nécessaires tant que on aura dans les élites américaines et dans les cercles les plus haut placés encore une proportion, certes, elle est meilleure qu'aujourd'hui qu'il y a 60 ans, mais elle reste quand même tout à fait inférieure à la part de la population noire américaine dans la société. Et donc il y a encore des efforts à faire. On reconnaît que c'est transitoire, mais personne n'a dit que le transitoire ne devait durer que 50 ans. Le transitoire, ça peut durer un petit peu plus. Et le législateur, en 1970, s'était bien gardé de dire
jusqu'à quand le transitoire devait durer. Tant personne ne savait jusqu'où et combien de temps les choses prendraient pour changer. Donc on est dans un grand débat aujourd'hui sur le futur de l'affirmative action. On s'achemine quand même vers des réformes et peut-être vers sa fin, une bonne 50aine d'années après sa mise en place, disons. C'est quel amendement qui est en cause, là ? Pardon ? Pour être constitutionnel ou pas ? C'est une décision de la Cour suprême, ce n'est pas un amendement de la Constitution. Sur quel amendement à la Constitution qui le déclarait anticonstitutionnel ? Elle ne s'est pas appuyée sur un amendement, elle s'est appuyée sur un article d'origine de la Constitution qui prohibe de traiter différemment les gens. Alors, non, elle s'est appuyée en partie sur un article de la Constitution, peut-être aussi de mémoire à vérifier sur le 14e amendement de la Constitution, qui dit qu'on ne peut pas traiter différemment les Américains en se fondant sur leur appartenance ethno-raciale. Sauf que là, ce n'était pas pour traiter de façon défavorable les minorités, c'était pour leur donner un coup de pouce. Mais on peut retourner l'argument comme un gant et dire qu'au nom de l'égalité, on ne veut pas donner un coup de pouce à ceux qui en auraient besoin éventuellement. C'est le même argument qui permet d'interdire l'avortement ? Alors l'argument pour l'avortement est l'argument qui avait été le même que celui qui avait permis de rétablir la peine de mort aux États-Unis en 1976, c'est-à-dire que la Cour suprême dit que cette question ne relève pas du pouvoir de l'État fédéral, mais relève des pouvoirs locaux. Et donc, c'est ce qui s'est passé au rétablissement de la peine de mort en 1976, lorsque la Cour suprême a dit « ça ne relève pas d'une juridiction fédérale, c'est à chaque État de se débrouiller ». Et donc, aux États-Unis, à partir de 1976, beaucoup d'États dans le Sud, en particulier le Texas, la Virginie, ont rétabli la peine de mort, et d'autres pas. Donc la situation actuelle pour la peine de mort aux États-Unis, c'est qu'il y a des États où elle existe et d'autres où elle n'existe pas. C'est vers ça qu'on s'achemine avec l'avortement, avec des États qui vont interdire purement et simplement les interruptions de grossesse, quand d'autres les maintiendront. Ce qui, de fait, d'ailleurs, aujourd'hui, existe quasiment, puisque dans un État comme l'Alabama, par exemple, il n'y a une seule clinique où les interruptions de grossesse peuvent survenir. Les médecins, les médecins, je ne sais plus, qui les pratiquent, viennent en avion d'un autre État, parce qu'ils ne pourraient pas vivre dans l'État en question, sinon ils seraient assassinés. Donc ils arrivent le matin, ils partent sous escorte policière vers l'hôpital ou la clinique, et ils repartent le soir dans les mêmes conditions. Et pour les femmes qui souhaitent accéder à ce service, les conditions sont tellement draconiennes que de fait, très peu parviennent à les franchir. Et donc la réalité, c'est que dans beaucoup d'États, l'avortement est déjà de facto tellement difficile qu'il est hors de portée pour beaucoup, notamment des jeunes femmes dans des situations de grande fragilité qui ne peuvent pas de surcroît se payer un voyage hors de l'État en question vers un État où ce serait possible, car ça demande évidemment des ressources financières, de l'aide, etc. Donc la situation est très mauvaise, en réalité déjà. Ce serait le dernier clou dans le cercueil, si je puis dire, de cette loi qui a pourtant été aussi très importante et qui a sauvé la vie, comme on le sait, de dizaines de milliers d'Américaines en mettant fin aux avortements clandestins qui tuaient aux États-Unis, comme en France d'ailleurs, avant 1975, des milliers de femmes chaque année. C'était bien ça la réalité, évidemment, de la société américaine ou de la société française. Ce dont vous nous parlez a un franc écho avec ce que nous vivons en France. Et justement, pour vous faire réagir, pour que vous nous expliquiez,
je vais vous faire un tout petit témoignage de quelque chose qui m'a un peu sidérée entre France et États-Unis. J'étais aux États-Unis et j'avais un ami qui était du Sénégal. Et il était professeur français, enfin, mais aux États-Unis. Il vivait à Harlem, dans des conditions épouvantables. Vraiment le Harlem. Et il avait 2 enfants, une femme. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu ne rentres pas en France? Tu es certifié, tu peux avoir une vie un peu normale au lieu de te battre pour que tes enfants aient des soins médicaux. C'était il y a plusieurs années, donc bien avant Obama. Et il m'a répondu, mes enfants ont un bien plus grand avenir ici. Ma fille est sportive, elle souffrira beaucoup moins du racisme ici. Et, elle aura et pratiquement l'avenir de mes enfants est assuré. Et j'étais complètement scotchée. Donc voilà, je vous le livre. C'est beau. Je trouve ça très intéressant et révélateur ce que vous dites. Alors ça fait écho à des histoires plus anciennes qui sont celles des... alors non pas des Africains, mais des Africains-Américains qui sont venus s'installer en France à partir de la Première Guerre mondiale. Beaucoup des anciens soldats de la Première Guerre mondiale qui sont restés en France, ou bien toute une génération d'intellectuels, d'écrivains, d'artistes, de musiciens qui s'établissent à Paris dans les années 20 et qui participent de la grande mode du jazz à l'époque. Et pourquoi s'intéressent-ils et s'installent-ils à Paris? Parce qu'ils échappent au racisme violent de la société américaine de l'époque. Ils peuvent parler à des femmes blanches, par exemple, ces musiciens noirs, ce qui est inconcevable aux États-Unis à cette époque-là, avoir des vies normales. En réalité, c'est un sentiment de libération absolument incroyable qui fait que la France avait une image et a toujours d'ailleurs une image très très positive chez les Noirs américains. Et puis, évidemment, aux États-Unis, les choses ont changé au sens où le mouvement pour les droits civiques, dans les années 60, les grandes évolutions aussi, la fin du racisme institutionnel et le plus violent a fait que le contraste et la situation des années 20 n'apparaissent plus comme tels, à tel point d'ailleurs que c'est vivre aux États-Unis, y compris dans des conditions pas forcément reluisantes, ou au Canada, peut apparaître pour une partie par exemple, de la jeunesse de ce pays comme éminemment souhaitable. Et d'ailleurs, dans une enquête que j'avais faite, je m'étais concentré du côté de la Grande-Bretagne. Et il y a beaucoup de Français qui vivent en Grande-Bretagne, comme vous savez. Londres doit être une des plus grandes villes françaises. Dans le classement des grandes villes, Londres est assez haut. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de Français qui sont des Français non blancs d'origine nord-africaine, subsaharienne, caribéenne, qui sont installés en Grande-Bretagne. Et quand on les interroge, c'est très intéressant, ils disent que en Grande-Bretagne, ils peuvent, leur vie peut être dure, avec peu de protection sociale, etc. Mais ils disent qu'ils ont le sentiment d'être reconnus à leur juste valeur et de ne pas voir les portes se fermer sur leur nez, comme en France. C'est le vrai en particulier pour des jeunes diplômés qui trouvent des emplois auxquels ils n'ont pas pu avoir accès en France, même s'ils sortaient d'écoles tout à fait prestigieuses. J'aime toujours donner l'exemple d'un Africain qui s'appelle Tidiane Thiam, qui est d'origine ivoirienne, mais il a un nom très sénégalais, donc je pense que ses parents étaient des Sénégalais installés en Côte d'Ivoire, qui a fait toute sa carrière en Grande-Bretagne et en Suisse, dans des compagnies d'assurance. Il était le PDG du Crédit Suisse, par exemple, ou de Prudential, une grande société d'assurance et de services financiers en Grande-Bretagne. Et il le dit de façon très polie, mais on comprend que ce n'était pas ses choix de départ. Et lui était major de Polytechnique et de l'École des Mines. Donc c'est, en France, normalement, l'assurance d'une carrière toute tracée, si je puis dire, et avec toutes les portes qui s'ouvrent devant lui. Et ça n'a pas été le cas. Et donc il faut reconnaître cela, c'est le poids
considérable des discriminations en France dans l'accès au marché du travail. Une étude publiée aujourd'hui, il y avait un article dans Le Monde aujourd'hui d'ailleurs, le montrait sur les cadres dirigeants et les membres des conseils d'administration des 120 entreprises les plus importantes de France. Et le pourcentage de personnes non blanches est ridicule, 3% de mémoire ou 3,5%, alors même que ces entreprises ont signé la fameuse charte de la diversité qui a bientôt 20 ans. Elle date de 2004. Donc cette étude, vous la lirez dans Le Monde, montre bien qu'on piétine sur ces questions. Et pour beaucoup de personnes, il y a le sentiment que, il y a des emplois à la tête, comme on dit, qu'on a moins de chance ici que dans d'autres pays. Non pas que dans ces autres pays, la situation soit merveilleuse, mais il y a quand même le sentiment qu'il y a plus de portes ouvertes, que c'est dur en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou au Canada, mais que c'est dur pour tout le monde et que l'accès en particulier à l'emploi, en tout cas un emploi correspondant à ces qualifications, n'est pas aussi verrouillé qu'en France. Et ça, c'est un sentiment qui est très répandu et que l'on trouve très très couramment chez beaucoup de jeunes. Et il y aurait de quoi s'émouvoir un peu, s'inquiéter un peu du point de vue des politiques publiques, et notamment de relancer très très fortement les politiques antidiscriminatoires en France, en particulier pour l'accès au marché de l'emploi. Vous avez parlé du rôle des syndicats dans les années 30 et 40 comme machine d'intégration et évidemment du mouvement de droit civique qui est suivi comme une seconde. Je voulais vous poser, et vous avez parlé un petit peu de affirmative action dans le sens, je voulais juste faire remarquer qu'en matière d'affirmative action, il y a eu un quatrième planche qui était importante, qui est la publication des données sur le racisme, sur les données ethniques, des statistiques permettant d'évaluer très précisément si les services sont rendus ou pas rendus d'une manière égale sur tout territoire. Il y a des lois, par exemple le Community Reinvestment Act de 67-68, qui impose aux banques de démontrer activement qu'ils ne discriminent pas dans l'octroi de crédit. C'est une inversion de preuve très forte. Et il y a, voilà, juste une remarque là-dessus, juste technique. Une seconde, c'est une vraie question, c'est j'ai l'impression d'avoir vécu dans plusieurs villes américaines un très grand effet intégrateur de la vie politique de tous les jours. L'élection locale, le communautarisme, tant décrit en France, fait partie de la vie normale dans une ville américaine. Et il me semble que c'est un véhicule de promotion sociale extraordinaire. Et ça, depuis les années 20. Voilà, juste, je voulais une remarque là sur ce sujet du communautarisme et pourquoi pas des statistiques. Il y a des sociologues, des anthropologues qui soulignent que les communautés ne sont pas des obstacles à la participation politique et à la citoyenneté, mais que les communautés peuvent être, au contraire, les moyens par lesquels les personnes accèdent à une citoyenneté active. Et donc, il est vrai aux États-Unis qu'on n'a pas les mêmes préventions à l'égard des communautés. Ce terme fait toujours peur en France. Il renvoie au communautarisme, à des formes de séparatisme aussi de la nation, à des formes d'isolement où les règles du groupe l'emporteraient sur les lois de la République, avec ces peurs-là qui sont très très fortement ancrées dans les discours politiques français. Aux États-Unis, c'est très différent. Les communautés sont au contraire valorisées. J'en ai parlé à propos des migrants comme des espaces de vie, notamment culturelle et religieuse, permettant de surmonter le choc migratoire, mais les communautés peuvent aussi être vues sous l'angle de la pratique politique, de la familiarisation avec la vie politique, se faire élire dans sa communauté, par exemple. Entre parenthèses,
C'est le cas d'un Obama qui commence sa carrière politique dans le South Side, dans un quartier spécifique du South Side. Il n'est pas originaire de Chicago, Obama. Il s'y installe comme militant communautaire et puis ensuite il va devenir sénateur de l'État de l'Illinois. Mais il y a bien cette idée que l'on peut partir, disons, de sa communauté, y trouver les ressources politiques, des formes aussi d'engagement et de travail de terrain politique qui peuvent ensuite être mises à profit éventuellement à une autre échelle, à l'échelle de la ville, par exemple. D'ailleurs, c'est ce que, dans l'histoire américaine, beaucoup ont fait du côté de groupes comme les Irlandais, par exemple. La manière dont les Irlandais ont conquis, si je puis dire, la mairie de New York à partir de la fin du XIXe siècle est tout à fait remarquable de ce point de vue-là. Eux n'avaient pas l'obstacle de la langue, de la langue anglaise, qu'ils maîtrisaient dès le départ, mais ils ont choisi d'investir la vie politique locale, qui fait que les maires irlandais de New York se sont succédés jusqu'au premier maire d'origine italienne dans les années 30, LaGuardia, qui a donné son nom à l'aéroport. Et puis ensuite, il y a eu le premier maire juif dans les années 60. Mais globalement, l'histoire de la vie politique américaine de New York, c'était des maires d'origine irlandaise. De même que ça favorisait aussi des formes de clientélisme. La police, par exemple, les pompiers, c'était des mondes tenus par les Irlandais. Avant que les Italiens n'arrivent d'ailleurs. Aujourd'hui, la police de New York, globalement, je caricature un peu, mais il y a une très forte proportion toujours d'Irlandais et une très forte proportion d'Américains d'origine italienne parce que il y a des formes d'emploi en fait de père en fils dans la police où des recrutements communautaires. Donc ça a aussi des effets qui peuvent être des effets problématiques en fermant les portes de certaines institutions à ceux qui ne font pas partie de dynasties familiales et communautaires solidement ancrées et qui contrôlent solidement aussi via les syndicats très forts dans ces métiers-là, qui contrôlent solidement les portes d'entrée dans le métier. Vous voyez, donc la mafia aussi. Voilà, sous un angle encore plus problématique. Mais la notion de communauté n'est pas vue négativement aux États-Unis, loin s'en faut. En tout cas, elle n'est pas vue comme contraire à une citoyenneté, alors qu'en France, une citoyenneté plus universelle est mise en avant avec une forme de méfiance à l'égard d'attaches communautaires qui sont perçues comme un peu suspectes, comme menant à des formes éventuellement même en poussant à l'extrême, de séparatisme par rapport à la nation. Donc de ce point de vue-là, on touche à un des contrastes les plus forts qui puissent exister entre la France et les États-Unis, en tout cas du point de vue des discours. Dans la réalité, c'est souvent plus nuancé, et en France et aux États-Unis. Je vais rebondir sur deux sujets qui ont été abordés. Donc moi, c'est un peu, ça m'a un peu surprise, mais vous avez parlé des jeunes qui partent à tenter leur chance en Angleterre. Donc moi, j'ai été diplômée en 2013 d'une école de commerce, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de difficultés donc à avoir une chance d'avoir des entretiens d'embauche. J'en ai passé quelques-uns et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que fallait que peut-être je tente ailleurs. Donc je suis partie en Angleterre, à Londres. Je voulais vraiment pas partir à cette période-là, mais je suis partie et c'est vrai que j'ai eu la chance de, du coup, débuter ma carrière professionnelle là-bas. Et je suis restée quelques années avant de revenir en France, où tout d'un coup, en fait, vu que j'avais sur mon CV des expériences professionnelles qui, du coup, intéressaient beaucoup plus, surtout en Angleterre, j'ai en fait eu des opportunités professionnelles que j'aurais jamais eues, je pense, si j'étais pas partie. Donc ça, c'était un petit témoignage pour rebondir sur ce qui avait été dit. Et c'est vrai que cette expérience m'a un peu choquée, traumatisée. C'était un peu dur de quitter un petit peu
Paris, enfin ce que j'avais toujours connu sans vraiment le vouloir. Et puis cette honte aussi de ne pas forcément trouver d'emploi. Donc ce que j'ai voulu faire en revenant, c'est peut-être essayer de créer, justement, on parlait de communautarisme, de rassembler en fait ces personnes qui pouvaient vivre la même chose que moi et d'essayer de s'entraider, de donner des conseils, etc. Et je trouve que c'est très mal vu. C'est-à-dire, en fait, quand on crée des groupes comme ça, c'est vrai, bon, moi, en tant que afro, entre parenthèses, personne d'origine afro, je vais plutôt m'adresser à des personnes qui peuvent vivre la même chose que ce que moi j'ai vécu. Et je trouve, enfin, j'ai créé notamment un groupe Facebook où on est à peu près un peu moins de 2000 sur la région Île-de-France, où on s'entraide, des personnes souvent qui ont eu la chance de faire des études et donc d'occuper des postes, qui sont passés un petit peu par des parcours difficiles et qui peuvent témoigner, qui peuvent aider des jeunes qui veulent aussi réussir. Je trouve que c'est très mal vu quand on en parle. Quand même, on veut essayer de trouver des lieux pour se rassembler. Des fois, on nous ferme la porte parce que voilà, cette vision, en fait, c'est pas comme aux États-Unis où peut-être c'est plus accepté. Ici, c'est vraiment, même moi, des fois, j'ai un peu honte de le dire, où je sais pas, en fait, j'apprends les réactions que je vais avoir en face de moi. Donc, et j'ai toujours pas, en fait, compris pourquoi c'est si mal vu ici en France et pas forcément là où j'ai été débuté ma carrière professionnelle en Angleterre ou aux États-Unis. Voilà. Merci beaucoup. C'est très clair. Je ne sais pas si c'est le Washington Post ou le New York Times qui avait publié une enquête il y a quelques temps sur les musulmans en France, les Français qui quittaient la France pour aller s'installer aux États-Unis ou surtout en Angleterre, précisément. Et je voulais vous demander, parce qu'en France, la question de la discrimination ethno-raciale se surdétermine en quelque sorte par l'appartenance religieuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus, en tout cas c'est plus affirmé. Quand on discrimine quelqu'un sur son apparence physique, c'est caché. Mais quand on le discrimine sur ses appartenances religieuses, ça a plus... En tout cas, c'est beaucoup plus affirmé, c'est beaucoup plus visible. Je voulais vous demander qu'est-ce qu'il en est aux États-Unis quant à l'appartenance à l'islam, quant à cette dimension religieuse. D'un point de vue juridique, il existe en France 25 critères de discrimination, parmi lesquels le critère religieux. Et donc, il est très clair que dans le droit français, on ne doit pas discriminer, c'est du pénal, on ne doit pas discriminer sur un fondement religieux. C'est tout à fait explicite, ça fait partie de tous les critères qui permettent de qualifier une action de discriminatoire. Il y en a 25 en France, c'est un des records dans le monde d'ailleurs, des critères d'origine, de sexe, liés à des préférences sexuelles, des critères d'apparence physique, d'état de grossesse. Il y en a énormément, il y en a 25, vous voyez. Contrairement d'ailleurs aux États-Unis où ces critères sont beaucoup moins nombreux. Par exemple, la question de l'apparence physique qui permet notamment de protéger les personnes en surpoids, en obésité, ça c'est un critère important. Aux États-Unis, ce critère n'existe pas et donc les personnes obèses ont du mal à faire valoir leurs droits. Il y avait eu un procès il y a quelques années à propos de compagnies aériennes qui obligeaient ces personnes à acheter 2 places. Donc ces personnes ont fait procès à la compagnie aérienne en disant mais c'est injuste, c'est une discrimination puisqu'on paie 2 fois plus cher que les autres passagers. Mais les compagnies aériennes ont gagné parce que dans le droit américain, il n'y avait pas le critère qui aurait pu permettre de condamner les compagnies aériennes. Alors qu'en France, une compagnie aérienne, si la personne doit occuper 2 places dans l'avion, cette personne ne doit pas acheter 2 billets. On estime que sinon c'est discriminatoire à l'égard des personnes. Vous voyez ? Alors, donc, pardon pour cette parenthèse, je veux simplement dire que
la religion, l'appartenance religieuse est un critère qui fonde le droit antidiscriminatoire en France. C'est un critère important. C'est un critère aussi aux États-Unis. Donc de ce point de vue-là, il y a égalité du point de vue juridique. Ensuite, deux remarques. La première, c'est que il n'est pas toujours facile de distinguer dans les pratiques discriminatoires ce qui relève de l'appartenance religieuse stricto sensu et ce qui relève de l'origine. C'est souvent un mélange des deux. Dans les travaux que j'avais faits, j'avais pu remarquer à quel point l'appartenance à la religion musulmane pouvait être avérée, suspectée, pensée de manière quasi systématique pour les personnes d'apparence nord-africaine, on va dire. Une personne d'apparence nord-africaine va être systématiquement perçue comme musulmane, avec des discriminations ou des formes de relégation qui peuvent, en tout cas, de traitement défavorable qui peuvent peser sur ces personnes, tandis qu'une personne noire, même de religion musulmane, ne sera pas affectée de la même manière par le critère religieux. Il y a d'autres formes de discrimination et de racisme qui peuvent peser sur ces personnes, mais beaucoup moins le facteur religieux que pour les personnes d'apparence nord-africaine, indépendamment de la religion des personnes en question. Donc, il n'est pas toujours le facteur religieux peut s'ajouter ou peut être une des caractéristiques de formes de racisme et de discrimination qui pèsent sur un groupe, par exemple les personnes arabo-berbères qui sont affectées d'un stigmate religieux bien plus violent que d'autres groupes. Aux États-Unis, historiquement, on va dire l'islamophobie, les formes les formes de dévaluation et de stéréotypes négatifs et de traitements défavorables qui pèsent sur les personnes musulmanes sont historiquement moins fortes aux États-Unis qu'en France, parce que ce n'est pas les mêmes histoires. La France a une histoire coloniale avec le monde musulman qui est très ancienne. Il y a la question de la guerre d'Algérie qui a pesé très lourdement dans tout cela. Aux États-Unis, il n'y a pas tout ça. Et donc, beaucoup de personnes musulmanes ont pu historiquement dire à quel point elles pouvaient pratiquer beaucoup plus librement aux États-Unis, d'autant plus que l'islam aux États-Unis est beaucoup mieux réparti, si j'ose dire, du point de vue des origines des personnes. Il y a bien des personnes qui sont issues du monde arabo-berbère aux États-Unis, mais il y a aussi énormément de personnes qui viennent d'Iran, qui viennent d'Inde et du Pakistan, comme en Grande-Bretagne, où le monde musulman est un monde très lourdement pakistanais, on va dire, ou des personnes indonésiennes, l'Indonésie étant le plus grand pays musulman du monde, je le rappelle au passage. Et donc, cette diffusion plus grande faisait que l'islam ne faisait pas l'objet des mêmes formes de traitement défavorable et de stéréotypes qu'en France. Mais les choses se sont quand même malheureusement rapprochées depuis le 11 septembre. Vous avez tout à fait raison, depuis 20 ans, on a constaté aux États-Unis l'essor de formes d'islamophobie que les Américains ne connaissaient pas auparavant, associant islam, islamisme, terrorisme, etc., dans des formules et des simplifications que, hélas, on connaissait que trop côté français. Et donc, de ce point de vue-là, les situations se sont malheureusement rapprochées. Je ne dirais pas qu'elles sont égales, mais elles ne sont pas aussi distinctes qu'elles pouvaient l'être avant 2001. Je voudrais simplement vous demander, est-ce qu'il est possible de faire, j'imagine assez compliqué, mais de faire un parallèle entre les violences policières envers les African Americans et puis en France envers une population noire? Est-ce que c'est possible d'établir un parallèle?
Évidemment, en termes de chiffres, j'imagine que c'est assez compliqué. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire? Merci. En termes de chiffres, c'est compliqué. On pourrait dire aussi qu'il y a une grande différence, c'est en termes de violence et de circulation d'armes à feu. Aux États-Unis, il y a quand même une énorme circulation d'armes à feu. En France, c'est beaucoup moins évident. Le nombre d'armes à feu est fort heureusement bien moindre. Et donc, je vais caricaturer volontairement la situation américaine. On tire beaucoup moins en France qu'on ne tire aux États-Unis parce que les policiers ne suspectent pas immédiatement que les gens ont des armes. Voilà. Donc ça, c'est une grosse différence. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas sorti d'affaire, si je puis dire. Et au moment de l'essor de Black Lives Matter aux États-Unis, beaucoup ont dit en France, vous vous mobilisez sur ces affaires et bien légitimement américaines, mais regardez aussi ce qui se passe en France. Et en France, on a aussi des situations de violence policière. Je rappellerai le cas de ce producteur de musique, Michel Zecler, qui a été tabassé par des policiers. Et heureusement que ça a été filmé par une caméra. Sinon, il était envoyé directement en prison et jugé pour rébellion. C'est lui qui payait. Et il se trouve qu'il y avait des caméras de sécurité qui ont démenti l'affirmation des policiers. Mais sinon, il était condamné en justice. Et, il était parti pour être condamné en justice, tabassé et ensuite condamné en justice pour rébellion, outrage, enfin, tout ce qu'on connaît d'habitude. Et donc, on a bien une question qui est une question extrêmement sensible, qui d'ailleurs qui a des conséquences, me semble-t-il, tout à fait délétères quant aux relations entre la police et la population. C'est une vraie question qui ne me semble pas être saisie politiquement comme elle le devrait. J'ajoute qu'il y a eu un procès récemment de policiers qui animaient un groupe de réseaux sociaux, Facebook ou je ne sais quoi, avec des insultes racistes et antisémites en très grand nombre, mais visant aussi des policiers non blancs. C'est-à-dire que les policiers non blancs peuvent aussi subir toutes sortes d'avanies, comme les femmes policières d'ailleurs, dans les commissariats avec des remarques, etc., où il faut prendre sur soi pour ne pas répondre aux collègues qui font des blagues racistes ou des blagues sexistes ou homophobes, etc. Toute on va dire une culture du commissariat qui, en fait, pèse sur beaucoup de policiers qui n'osent pas trop s'en plaindre parce que les autres vont les considérer comme des mauvais camarades et puis ils pourraient même être sanctionnés par la hiérarchie. Donc je considérerais que la police devrait aussi s'occuper de ses propres policiers d'une façon minimale avant de s'occuper de la population, mais qu'elle commence déjà par s'occuper de celles et ceux qui, au sein de cette institution, souffrent de formes d'homophobie, de sexisme et de racisme. Et je note, sans vouloir trop m'avancer sur le sujet, que j'ai pas vu ou entendu beaucoup de policiers se mobiliser sur ces questions qui pourtant les concernent directement, ou en tout cas beaucoup de leurs collègues.